les taux d'intérêt s'envolent, les taux hypothécaires dépassent la barre des 7%, les rendements des trésoreries à 10 ans ont augmenté de près de 70 points de base rien que ces dernières semaines. La hausse des taux hypothécaires que nous avons observée récemment équivaut à une augmentation de 6% du prix d'une maison du point de vue des paiements mensuels. Nous pourrions voir les taux revenir vers 5%. La prochaine question devient donc: jusqu'où iront les taux d'intérêt? Je vais vous révéler les réponses, ou du moins mon opinion sur les réponses, en 3 étapes simples et rapides. Étape 1, examinons les 2 écoles de pensée sur ce qui affecte les taux d'intérêt. Nous utiliserons la trésorerie à 10 ans comme proxy. Est-ce l'offre de trésorerie qui est émise, ou bien les attentes de croissance et d'inflation? J'ai dressé ce graphique. Je l'ai un peu simplifié en rendant les lignes parfaitement droites. Mais les éditeurs se référeront aux graphiques originaux au fur et à mesure que nous avancerons, en remontant jusqu'à 1980, jusqu'à 2020. Maintenant, à l'étape numéro 2, nous allons nous concentrer sur la période de 2020 à aujourd'hui. À gauche, nous passons de 0% à 15%. Cela s'applique à la ligne rouge et à la ligne noire. À droite, nous passons de 0 jusqu'à trillions de dollars. Cela fait référence à la ligne bleue. Donc, la ligne bleue commencera ici, la dette du gouvernement fédéral des États-Unis. Tout au long de 1980, nous étions en dessous d'1 trillion de dollars. Appelez cela 800, 900 milliards. C'est essentiellement une erreur d'arrondi par rapport à où nous en sommes aujourd'hui, pas seulement en 2020, mais où nous en sommes aujourd'hui, environ 35 trillions. Encore une fois, plus à ce sujet dans l'étape numéro 2. Mais de 1980 à 2020, appelons cela 40 ans, la dette est passée d'environ 1 trillion de dollars à 22 trillions de dollars. Gardez à l'esprit que cela représente non seulement la dette du gouvernement, mais aussi l'offre de trésorerie des États-Unis. Parce que si la dette augmente, par définition, cela signifie qu'il y a un déficit. Par conséquent, le gouvernement va devoir émettre de plus en plus de ses trésoreries. Passons maintenant à la ligne noire et à la ligne rouge. En 1980, ils étaient tous deux autour de 15%. Il s'agirait de l'IPC tel que mesuré par le gouvernement et des taux des trésoreries à 10 ans. Et vous pouvez voir qu'ils descendent directement d'environ 15%, presque à 0% en 2020. Donc, d'après ce graphique, les taux des trésoreries à 10 ans suivent-ils les attentes d'inflation et de croissance ou sont-ils plus bas? Suivent-ils l'offre de trésorerie? Il est évident qu'ils suivent les attentes de croissance et d'inflation. On pourrait soutenir qu'il existe en fait une corrélation inverse entre ces taux des trésoreries à 10 ans et l'offre de trésorerie que le gouvernement fédéral des États-Unis a réellement émise. Il n'y a donc pas de débat ici. Il est évident quelle école de pensée est correcte. Et si vous avez besoin de preuves supplémentaires, éditeurs, n'hésitez pas à afficher un graphique des taux des trésoreries à 10 ans avec le PIB nominal. Parce que si vous y réfléchissez, bien que ce ne soit pas parfait, le PIB nominal est un excellent moyen de quantifier la croissance. Et l'inflation, car nous prenons le PIB réel et l'utilisons comme un indicateur de la quantité de croissance économique. Et ensuite, nous ajoutons l'inflation que nous avons eue, et c'est ainsi que vous obtenez le PIB nominal. Vous pouvez donc voir, en regardant ce graphique, que même en remontant aux années 1970, lorsque les taux d'intérêt augmentaient sans cesse, puis depuis 1980, lorsque les taux d'intérêt baissaient, cela a suivi de près le PIB nominal aux États-Unis. Étape numéro 2. Maintenant que nous avons établi que le principal moteur des taux d'intérêt à long terme est la croissance et l'inflation, et non l'offre de trésorerie émise, concentrons-nous sur ce qui a causé l'inflation des prix à la consommation de 2020
à aujourd'hui en 2024 afin de déterminer les probabilités d'une réaccélération de l'inflation des prix à la consommation à court terme ou d'une continuation de la désinflation où les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme de plus en plus lent. Maintenant, avant de parler de l'inflation que nous avons connue récemment, je sais que beaucoup d'entre vous sont littéralement en train de crier devant votre écran d'ordinateur ou votre télévision, votre téléphone portable, peu importe où vous regardez cette vidéo en disant « Georges, tu ne sais rien, tu as complètement perdu le fil ». Parce que ne sais-tu pas que si le gouvernement dépense de plus en plus et donc émet plus de trésorerie, cela va en soi créer de l'inflation des prix à la consommation, IPC, et donc faire augmenter les taux à long terme? C'était un bon argument. Mais revenons à certains de ces graphiques que nous avons vus à l'étape numéro 1. Tout d'abord, regardons ce graphique de l'IPC de 1980 à 2020. Et vous pouvez voir qu'il a pratiquement descendu en ligne droite, alors qu'en même temps, la dette a augmenté de manière exponentielle. Montrez-moi donc, dans cette période de 40 ans, quand l'offre de trésorerie a réellement créé une réaccélération de l'inflation des prix à la consommation. Non, cela ne l'a pas fait. Et vous pouvez consulter de nombreux graphiques qui montrent exactement la même chose, pas seulement la dette globale, mais examinons la dette par rapport au PIB depuis 1980. Cela est passé d'environ 30% en 1980 à plus de 100% juste avant la maladie de Servatius. Regardons les déficits budgétaires en 1980, 2,5%. En 2019, juste avant la maladie de Servatius, 4,5%. Et les déficits sont massifs maintenant, dépassant 6%. Mais je voudrais souligner qu'après la crise financière mondiale en 2011, par exemple, le déficit par rapport au PIB était supérieur à 8%. Donc, chaque indicateur que vous examinez, que ce soit la dette par rapport au PIB, que ce soit le déficit en pourcentage du PIB ou la dette globale elle-même, s'est considérablement aggravée depuis 1980. Mais l'inflation, ou l'inflation des prix à la consommation mesurée par le gouvernement, est passée de plus de 15% à la fin de 1980 à 2,4%. Aujourd'hui, en fin de compte, je ne pense pas qu'il y ait un très bon argument en faveur des dépenses publiques ou des déficits conduisant à une réaccélération de l'inflation. En fait, ils sont anti-déflationnistes, comme le dit mon bon ami Lynn Alden. D'accord, revenons à ce qui s'est passé depuis 2020. Pourquoi avons-nous eu cette inflation des prix à la consommation? Et pourquoi les taux à long terme ont-ils augmenté en dehors de la hausse des taux d'intérêt par la Fed à 5,25% à court terme? Fin de la courbe. Eh bien, tout d'abord, examinons l'offre monétaire M2. Nous savons tous ce qui s'est passé ici. Et ce graphique vous montre le changement d'une année sur l'autre de l'offre monétaire M2, représentée par cette ligne noire, et cela devient littéralement parabolique pendant cette maladie de Servatius, à un point où, d'une année sur l'autre, nous avons enregistré une augmentation de plus de 25% de la croissance de l'offre monétaire M2. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut regarder la nuance, car la plupart des gens disent « Oh, eh bien, c'était les dépenses du gouvernement. Il faisait tout cela, entre guillemets, de l'impression d'argent. » Cela a causé une augmentation du nombre d'unités monétaires poursuivant des biens, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, cette hausse était en fait une combinaison de deux choses. Oui, c'était le gouvernement ou la réserve fédérale qui achetait des trésoreries auprès d'entités non bancaires par le biais du processus d'assouplissement quantitatif. Cela, c'est certain, a augmenté l'offre monétaire M2, mais c'était aussi des personnes qui tiraient sur leur ligne de crédit. Donc, si nous revenons à 2020 pendant cette période, tout le monde pensait que le monde était en train de s'effondrer. Le gouvernement enfermait les gens dans une cage et forçait les entreprises à fermer. Ces propriétaires d'entreprises ne savaient pas quand ils allaient à nouveau recevoir des revenus. Ils sont donc allés à la banque et ont dit « Hé, cette ligne de crédit de 100 000 $, j'ai besoin de l'utiliser. J'ai besoin de ces 100 000 $ sur mon compte courant dès que possible. Parce que je veux m'assurer que je peux survivre à tout ce qui se présentera à nous dans les prochains mois. »
Il s'agit donc d'une extension du crédit bancaire. Si vous regardez le montant du crédit bancaire émis pendant cette période, vous constatez qu'il augmente également, de manière significative. Alors, pourquoi cela a-t-il de l'importance? Parce que si nous entrons en 2025 et supposons simplement que nous avons une récession, la probabilité est-elle élevée que la Fed passe de la réduction de bilan, QT, à l'assouplissement quantitatif, QE, et que cela puisse augmenter l'offre monétaire, M2, absolument. Mais je pense que cette augmentation, surtout si elle est en réponse à une récession, ne fera que compenser une diminution du crédit bancaire. Donc, si nous regardons ce graphique et que nous faisons un zoom arrière, nous pouvons voir que le crédit bancaire est presque stable depuis 2022 et c'est définitivement bien en dessous de la tendance si l'on remonte jusqu'à la crise financière mondiale. Alors, quelle a été la prochaine chose qui a contribué à l'inflation des prix à la consommation que nous avons observée? C'était comment le gouvernement dépensait. Il prenait aux épargnants et donnait à ceux qui dépensent beaucoup. En d'autres termes, les chèques de relance. Alors, quelles sont les chances que nous voyons cela en 2025? Eh bien, nous avons une récession. Je pense que le revenu de base universel, RBU, est définitivement sur la table. Mais encore une fois, cela va-t-il accélérer l'inflation ou va-t-il simplement compenser ce qui aurait été la déflation? En d'autres termes, antidéflationniste. Mon scénario de base est qu'il serait simplement antidéflationniste. Il y a très peu de chances que nous recevions des chèques UBI ou STEMI à moins que nous ne tombions en récession. Et si vous regardez l'histoire des récessions aux États-Unis, elles sont désinflationnistes. Même dans les années 1970, lorsque nous avons connu une récession avec une forte augmentation du chômage, le taux d'inflation a diminué, il n'a pas augmenté. Et puis, la dernière chose qui a bien sûr contribué à la flambée des prix est la rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc, le gouvernement vous a enfermé dans une cage. Il ne vous permettrait pas de produire des biens ou des services. Et ensuite, il donne à tout le monde des chèques STEMI. Que pensez-vous qu'il va se passer? Mais quelles sont les probabilités que ces chaînes d'approvisionnement mondiales se dégradent en 2025 en l'absence, disons, de la Troisième Guerre mondiale? Dieu nous en préserve. Je pense que la probabilité est très faible. Donc, la conclusion de cette étape est que si nous examinons les éléments qui ont contribué à l'inflation des prix à la consommation de 2020 à 2024, je pense qu'il y a une très faible probabilité que nous voyons cela en dehors d'une récession en 2025. Et si nous avons une récession, ce que font les planificateurs centraux pour essayer de repousser le problème, il est probable que nous resterons là, anti-déflationnistes, au lieu d'inflationnistes, jusqu'à un point où l'inflation accélère. À nouveau pour atteindre, disons, 7%, 8%, 9%, ce que nous avons observé à l'été 2022. Étape numéro 3. Maintenant, examinons d'autres facteurs que beaucoup de gens croient contribuer à l'inflation des prix à la consommation, comme le fait que si Trump gagne et met en œuvre des tarifs, le prix des produits importés aux États-Unis va augmenter. Et au fait, la plupart des choses que vous achetez chez Home Depot, Walmart, Target sont importées de pays comme la Chine. Eh bien, que se passerait-il si Kamala Harris était élue et faisait quelque chose de stupide avec la politique énergétique? Il est très probable que cela fasse grimper le prix du pétrole de 70 $, le baril à 100, 120 $, qui sait, peut-être même plus haut. Nous savons que le pétrole est un intrant pour presque chaque bien que nous achetons. Commençons à aborder ces questions en regardant un graphique que j'ai dessiné. Ce n'est pas un vrai graphique, juste comme la première étape, mais cela vous donne une idée visuelle. J'essaie de garder cela super simple ici. Supposons un instant qu'il s'agit d'un graphique du crédit bancaire aux États-Unis. Et la plupart d'entre vous savent que la majorité des dollars en circulation sont créés par le biais de prêts. Donc, si nous voulons comprendre ce qui va se passer avec l'offre monétaire ou l'inflation des prix à la consommation, ce qui entraîne une hausse ou une baisse des taux d'intérêt, nous devons nous demander ce qui se passe avec les banques. Que font-ils? Et supposons un instant que le crédit bancaire est augmenté, augmenté, augmenté et encore augmenté, et qu'il soit passé de 0 à, disons, 9.
Encore une fois, nous allons garder cela très simple. Tout est une question de concept. Mais supposons un instant que nous entrions dans une récession économique. Les banques ne veulent pas prêter. Et au fait, la demande de prêt diminue également. Donc, au lieu que le crédit bancaire augmente. Selon la même tendance, disons qu'il se stabilise et disons que nous avons une grave récession où le prêt bancaire ou le crédit bancaire tombe réellement à 5 dollars. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous utilisons cela, le crédit bancaire, comme un indicateur du nombre d'unités monétaires qui poursuivent des biens et des services. Et ce n'est pas juste une hypothèse. Si vous regardez la récession que nous avons eue en 2001 comme exemple, vous voyez le crédit bancaire se stabiliser. Si vous regardez la crise financière mondiale, CFM, vous voyez qu'elle s'aplatit également, sinon qu'elle diminue légèrement. Et pendant la maladie de Servatius, ou ce que nous avons observé au cours des 2 dernières années, nous avons vu le crédit bancaire à certains moments diminuer et plus récemment se stabiliser et augmenter légèrement, mais loin de la tendance que nous avons observée avant 2020. Donc, en résumé, dans cette économie simplifiée, nous n'avons que 9 dollars. C'est ça. Alors, descendons ici vers le favori de tout le monde, l'homme moyen, et disons qu'il est une représentation de l'ensemble. Économie américaine. Donc, sur son bilan, nous avons des actifs à gauche, des passifs à droite. Nous allons simplement nous concentrer sur ces 9 dollars qu'il a à sa disposition. Donc, chaque mois, Joe doit acheter 3 choses, de l'huile, du coton et du blé. L'huile coûte 5 dollars, le coton et le blé 2 dollars chacun, ce qui est parfait. Cela fait un total de 9 dollars que Joe a à dépenser. Mais que se passe-t-il si Kamala Harris est élue et que le prix du pétrole passe de 5 dollars à 9 dollars? Maintenant, nous avons un problème. Parce que rappelez-vous, les banques ne créent plus d'unités monétaires. Le crédit bancaire est stable car supposons que nous sommes entrés en récession, même si elle est légère, et donc l'économie se contracte. Les banques ne veulent pas prêter. Les gens ne veulent pas emprunter. Donc maintenant, les producteurs de coton et les producteurs de blé ont un problème parce que Joe doit donner la priorité à ce pétrole. Il en a besoin plus que du coton et du blé. Que se passe-t-il alors pour les producteurs de coton et de blé? Ils font faillite. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le pétrole était un composant où intervenait dans la production à la fois du coton et du blé. Donc, par conséquent, la demande pour le pétrole, une fois qu'elle atteint 9 dollars, commence à diminuer parce que ces entités ont fait faillite, ce qui, de manière étrange, ramène le prix de 9 dollars, disons, à 5 dollars où il a commencé. Donc, si les banques n'émettent pas de plus en plus de crédits, s'il n'y a pas plus d'unités monétaires créées, ce que vous faites en prenant le prix de l'un de ces articles, que ce soit en raison du pétrole, des tarifs, c'est la même chose. Vous êtes essentiellement en train de voler Pierre pour payer Paul parce que vous n'avez pas assez d'unités monétaires pour faire le tour. Vous devez prioriser vos dépenses en réduisant les dépenses dans un autre domaine, ce qui fait souffrir ces entreprises au point où elles pourraient faire faillite. Elles licencient des travailleurs. Le taux de chômage augmente. La demande agrégée diminue, ce qui ramène également le prix de ce qui était priorisé à la baisse. Mais attendez une minute ici. Supposons un instant que nous ayons une grave récession où le montant des unités monétaires dues à la contraction des prêts bancaires passe de 9 dollars à 5 dollars. Que va faire la Fed? Elle va intervenir et faire un assouplissement quantitatif absolument 100%, 100%. Mais s'ils effectuent un assouplissement quantitatif de manière à acheter ces trésoreries auprès d'entités non bancaires, nous savons que cela peut impacter M2 et le faire remonter. Mais ce n'est pas comme si cela remontait à un niveau qui allait créer une réaccélération des prix à la consommation, ce qui signifie que l'IPC passerait de 2 à 4, puis à 8, 10 et même plus.
Parce que tout ce qu'ils font, c'est vraiment combler un vide qui a été créé par la diminution des prêts bancaires au départ. Donc, en résumé, si nous essayons de déterminer les probabilités que les taux d'intérêt augmentent, restent les mêmes ou diminuent, nous devons commencer par comprendre qu'à long terme, ces taux sont influencés par les attentes de croissance et d'inflation et non tant par l'offre ou le montant des émissions. Nous devons alors analyser pourquoi nous avons eu une inflation des prix à la consommation de 2020 à 2022 et nous demander si cela est susceptible de se reproduire en 2025. Mon scénario de base serait non. Et enfin, nous devons comprendre cette dynamique, de prendre à Pierre pour donner à Paul. Et à la fin de la journée, je ne fais que réitérer ce que Milton Friedman a dit tant de fois, que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Donc, si vous n'avez pas les banques qui créent de plus en plus de crédits ou qui prêtent de plus en plus d'unités monétaires, il est très difficile, sinon impossible, d'avoir une inflation des prix à la consommation ou du moins une inflation des prix à la consommation soutenue, surtout en accélération, simplement parce que Trump met en œuvre des tarifs ou que le prix du pétrole passe, disons, de 70 $ le baril à 120 $. Donc, après avoir dit tout cela, ma prévision ou mon scénario de base pour le rendement des trésoreries à 10 ans est que, bien que nous puissions le voir continuer à augmenter au cours des prochains mois, si nous avançons d'un an, je pense qu'il y a une probabilité beaucoup plus élevée que le rendement des trésoreries à 10 ans se négocie à 3% ou moins, plutôt qu'à 5% ou plus. Et la raison pour laquelle c'est mon scénario de base, c'est que je pense que si nous avançons de 12 mois, les attentes de croissance et d'inflation seront beaucoup plus faibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Pour plus de contenu qui vous aidera à accumuler de la richesse et à prospérer dans un monde où les banques centrales et les grands gouvernements sont hors de contrôle, consultez cette playlist juste ici et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.